ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Renforcer le leadership féminin, c'est tout le sens d'un projet lancé hier par SOS Village d'enfants et l'Union européenne. Le projet a pour nom Mousso Yiriwa Wale. République démocratique du Congo, l'ancien chef de guerre et l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba est nommé vice-premier ministre. L'actuel premier ministre conserve son poste. Sport, l'actualité est dominée par les éliminatoires de la CAN 2023. Le Mali reçoit ce vendredi la Gambie. Chronique du développement, le thème du jour, c'est la campagne de la pomme de terre. On attend cette année une production de 400 000 tonnes. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans le titre. SOS Village d'enfants et l'Union européenne viennent de lancer ici à Bamako un projet intitulé Mousso Yiriwa Wale. Il vise à renforcer le leadership féminin dans 2 régions du Mali et dans le district de Bamako. Koumba Sissé a suivi la cérémonie de lancement. Au Mali, beaucoup de femmes et de jeunes filles ont des projets, mais elles manquent de moyens techniques et financiers pour les concrétiser. SOS Village d'enfants, dans sa mission de lutte pour la protection des droits humains, vient de lancer le projet Mousso Yiriwa Wale. Ce projet, qui doit intervenir dans les régions de Mopti, Koulikoro et le district de Bamako, va renforcer les capacités économiques des femmes et des filles. Adama Sanoko, directeur national SOS Village d'enfants. Pendant les 3 années, Mousso Yiriwa Wale va travailler sur le renforcement des capacités des femmes, des jeunes, aussi bien garçons que filles, donc afin que non seulement ils comprennent leur rôle et leurs responsabilités, et aussi qu'ils aient la capacité de mettre en œuvre en tout cas les objectifs de développement qu'ils ont. Dans ces zones d'intervention, le projet Mousso Yiriwa Wale doit s'accentuer sur 3 actions principales, à savoir la sensibilisation, le renforcement économique, la capitalisation et le partage des expériences. Des actions qui doivent contribuer à renforcer le leadership féminin. So Ndeye Diop, conseillère technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Une initiative qui enclenche une dynamique de renforcement des capacités des organisations de la société civile malienne afin de faciliter la participation des femmes dans le développement socio-économique du pays et accroître la cohésion sociale est, à mon sens, un mérite à encourager et à saluer. Pour le financement du projet Mousso Yiriwa Wale, l'Union européenne a injecté près de 690 millions de francs CFA. C'était là un reportage signé Koumba Sissé. Les effets du changement climatique, le coût élevé de l'aliment bétail, l'insécurité, le vol des bétails, voilà entre autres les difficultés que la filière bétail viande rencontre aujourd'hui. Ces préoccupations ont été partagées avec les hommes des médias ici à Bamako. Les fêtières de l'élevage demandent des améliorations qui puissent leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement socio-économique. Batraoré. D'André Désir, le porte-parole énumère les difficultés auxquelles la filière bétail-viande fait face au moment où les acteurs disent apporter 16,2% au produit intérieur brut du Mali. Drissa Sidibé, porte-parole de la filière bétail-viande. D'énormes difficultés qui sont entre autres le changement climatique qui raréfie les fourrages, les difficultés de pâturage, les obstructions des circuits pastoraux, le coût élevé de l'aliment bétail. Aujourd'hui, nous sommes à 300 000 francs la tonne, soit 15 000 francs le sac de 50 kg. L'insécurité et le vol de bétail, l'occupation anarchique des espaces pastoraux. Ces problèmes persistent malgré plusieurs démarches entreprises. C'est pourquoi les membres de la filière sollicitent le soutien des autorités. Drissa Sidibé. Tout ce que les éleveurs demandent aujourd'hui, c'est que l'aliment bétail soit immédiatement mis à leur disposition et à moindre coût. Nous retirons notre demande auprès du président de la République pour qu'il s'implique personnellement et nous rappelons que les éleveurs, à travers leurs fêtières, ont une longue expérience
dans la gestion et l'organisation du partage d'aliments bétail sur toute l'étendue du territoire. La filière bétail-viande est ce vaste réseau qui comprend les éleveurs, les bouchers, les marchands de bétail et autres producteurs de lait au Mali. À présent, un communiqué émanant du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, un communiqué dont voici la teneur. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, en application de l'arrêté numéro 2011-2991 MTFP-SG du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan, les horaires de travail sont modifiés comme suit. Du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h. Vendredi, de 7h30 à 12h30. Un communiqué donc qui nous est parvenu du ministère de la fonction du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. L'actualité, 13h passées de 6 minutes. La suite de l'actualité nationale, le Centre national de promotion du volontariat tient la 12e session de son conseil d'administration, en plus de l'analyse du budget prévisionnel 2023 qui s'élève à 343 500 000 francs CFA. Les administrateurs vont statuer sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la 11e session. Ils vont en même temps analyser les rapports narratifs et financiers 2022 et le plan de travail 2023. Compte rendu Fadem Akita. Les 12 administrateurs présents à cette 12e session du conseil d'administration du Centre national de promotion du volontariat ont pour mission essentielle la validation des rapports provisoires annuels et financiers de 2023, du plan de travail et du budget prévisionnel de l'année en cours. Leur analyse judicieuse doit faciliter l'exécution des ambitions et projets d'appui des partenaires. Sekou Oumar Koulibaly, directeur général du Centre national de promotion du volontariat. En marge du budget, nous comptons mobiliser des ressources additionnelles pour mettre en œuvre le projet Vers Mali que nous avons élaboré depuis l'année 2022. Il s'agit d'un projet volontaire engagé pour la réussite de la transition au Mali qui va mobiliser 2000 volontaires environ sur l'ensemble du territoire du Mali et ces volontaires vont travailler dans le cadre de l'éducation électorale et aussi promouvoir les lois et les réformes. Et deuxième composante de ce projet, c'est la consolidation de la paix. Le président du conseil d'administration se réjouit des résultats enregistrés par le centre courant 2022, à savoir 445 volontaires déployés contre 200 prévus, soit un taux de mobilisation de 222,5%. Sur les 17 activités prévues, 13 ont été réalisées. Cependant, avec la réduction du budget 2023 de 6,68%, l'engagement de tous s'impose pour relever les défis. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il urge donc pour vous, pour nous tous administrateurs, de soutenir les efforts de mobilisation des ressources additionnelles par le CNPV. La prochaine adoption de la politique nationale de volontariat et la recherche de financement pour le projet Vers Mali, volontaires engagés pour la réussite de la transition au Mali, sont deux grands challenges du CNPV que nous devons suivre et appuyer. Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de volontariat, favoriser la création des associations de volontaires, former et gérer les volontaires, travailler en partenariat avec les organisations nationales et internationales du volontariat sont entre autres objectifs du Centre national de promotion du volontariat. Le conseil régional de Koulikoro tient du 20 au 26 mars 2023 sa première session ordinaire au titre de l'année en cours. À l'ordre du jour de cette session, l'examen et l'adoption du compte administratif de 2022. Les élus du conseil régional de Koulikoro ont également procédé à l'examen et l'adoption du PDCEC 2023-2027 orienté vers les cibles de l'objectif de développement durable du conseil régional, entre autres. Reportage Ousmane Kouita. Il s'agit au cours de cette première session ordinaire du Conseil régional de Koulikoro de faire l'examen du compte administratif 2022, l'examen et l'adoption du projet de plan d'action quinquennal 2023-2027 du Centre de formation multiservice de Koulikoro. Le résultat d'exécution du budget de l'exercice 2022 du Conseil régional a été également présenté aux élus. Il ressort de ce résultat
que le budget de l'exercice 2022 a un excédent de clôture de plus de 600 millions de francs CFA. Mohamed Diallo, chef service financier et comptable du Conseil régional de Koulikoro. Le compte administratif, c'est un document qui retrace la comptabilité administrative du président en tant qu'ordonnateur. C'est-à-dire c'est un compte qui retrace l'ensemble des prévisions qu'on a eu à faire en termes de recettes en 2022 et l'ensemble des dépenses aussi qui doivent être exécutées par rapport à ces recettes-là. Donc ce qu'il faut retenir pour cette année, c'est que le Conseil dégage un excédent en fonctionnement et en investissement. Donc l'excédent global aujourd'hui se chiffre à près de 669 millions de francs CFA. Les élus ont aussi voté à l'unanimité le compte administratif du Conseil régional et se dit satisfait du travail abattu par le bureau en place. Ségou Fantamadi Traoré, membre du Conseil régional de Koulikoro. Le compte administratif est excédentaire. Non seulement excédentaire, mais la gestion a été une gestion très rigoureuse. Les ressources sont très rares pour les collectivités pour que nous puissions arriver à ce niveau. Donc le compte administratif a été voté aussi à l'unanimité et c'est ce qui a fait que quitus a été donné au président de continuer alors son travail. Les recommandations issues de cette session devront permettre de consolider les acquis déjà enregistrés dans le cadre du développement de la région de Koulikoro. Koulikoro, Ousmane Kouita, Anamanskare pour l'ORTM. À Ségou, les travaux du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation ont pris fin ce vendredi. Examen et validation des documents ont été les grandes activités, les activités phares qui ont donc été menées au cours de cette session. Au terme de 2 jours de travaux, les membres du comité ont formulé des recommandations visant une bonne exécution des activités du CROCEP. Nous avons joint sur place à Ségou, Honoré Tchine. Les travaux du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation qui viennent de prendre fin à Ségou ont permis aux membres du comité de passer au peigne fin des recommandations et rapports d'activité de 2022. Également, ils ont validé le plan opérationnel 2024 des activités fonctionnelles. Samba Keita, chef de mission de l'équipe nationale du CROCEP. Nous constatons que malgré les efforts consentis, le niveau de réalisation des indicateurs reste assez faible à cause de l'insécurité et de la faible mobilisation des ressources financières. Après 2 jours d'intenses travaux, les membres du comité ont formulé des recommandations. Dr Lassana Diarra, rapporteur général. Faire le suivi trimestriel des plans opérationnels, réaliser les 2 réunions du conseil de gestion par an avec ou sans appui des partenaires techniques financiers, lutter contre l'exercice illégal des professions sanitaires, prévoir la maintenance et l'entretien des incinérateurs dans les plans opérationnels. Reporter le paiement des subventions impayées de 2022 en 2023 si possible. Daouda Diarra, préfet du cercle de Ségou. Ceci permettra au ministère de la Santé, au ministère du Développement social et au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille de calculer les indicateurs sur une année civile en phase avec les ressources engagées. Le comité a ainsi élaboré une planification rationnelle pour 2024 pour l'atteinte des objectifs. Une planification axée sur les résultats et qui est financée par la Banque mondiale à travers PACSU. Projet améliorer les progrès dans la couverture sanitaire universelle. Ségou, Honoré Tchenou et Issaba pour l'ORTM. ORTM 13h13. Un mot de l'actualité internationale à présent avec d'abord ce nouveau rapatriement d'Ivoiriens de la Tunisie où de nombreux migrants originaires d'Afrique subsaharienne ne se sentent plus en sécurité après le discours racial du président Kais Saied. 287 personnes ont été rapatriées hier vers Abidjan selon l'ambassadeur ivoirien à Tunis, Ibrahim Ossi Savané. Cela porte à 1053 le nombre d'Ivoiriens rapatriés de Tunisie depuis le 4 mars. Ils font partie d'un groupe de 2896 Ivoiriens qui se sont inscrits auprès de l'ambassade pour être rapatriés. Remaniement ministériel en République démocratique du Congo, l'ancien chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba a été nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde
conserve son poste lors de ce remaniement du gouvernement annoncé hier soir à 9 mois de la prochaine présidentielle. Jean-Pierre Bemba avait été condamné à 18 ans de prison par la CPI pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de 10 ans d'emprisonnement. Autre retour en grâce, Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022 et qui est nommé à présent ministre de l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Sport, l'actualité est dominée ce vendredi par le football. Au menu, les éliminatoires de la CAN 2023. Sachez que les Aigles du Mali reçoivent ce vendredi à 19h au stade du 26 mars les Scorpions de la Gambie au compte de la 3e journée dans le groupe G. Les Aigles leaders 6 points entendent plutôt maintenir la cadence, mais les Gambiens, eux, avec 3 points, débarquent à Bamako pour tenter de déjouer les pronostics. L'avant-match Mali-Gambie avec Siragatou Sissé. Le chemin du Mali et de la Gambie se croise de nouveau. Le nul d'un but partout en match de poule de la CAN 2021, décalé en 2022 au Cameroun, reste toujours au centre des discussions. Plus d'un an, les Aigles et les Scorpions seront face à face dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2023. C'est en leader 6 points que le Mali accueille la Gambie, deuxième ex-aequo 3 points. L'enjeu est capital. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Ils ont un groupe assez solide, voilà, avec des individualités offensives qui sont capables de faire la différence à tout moment. Derrière, ils sont relativement solides et ça coulisse bien. Le sélectionneur des Aigles, Eric Sekouchel, a toutes les cartes en main pour composer une équipe commando capable de rivaliser avec la Gambie. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. L'ADN du football malien devient agressivité, intensité et qualité technique. Donc je vais leur demander d'avoir cet état d'esprit, d'être compétiteur, voilà, de ne rien lâcher, d'essayer à tout moment d'aller chercher la victoire, d'avoir beaucoup de concentration, de pouvoir attaquer tous ensemble, de pouvoir défendre tous ensemble, voilà, d'avoir beaucoup de valeur aussi. Voilà. La Gambie est à Bamako avec un objectif précis. Tom Saint-Fit, sélectionneur de la Gambie. Pour moi, Mali est la plus grande équipe. Mali a les qualités comme Cameroun, peut-être mieux que Cameroun, que Ghana, que Nigeria. Et ils sont les favoris, mais je ne commence jamais un match pour perdre ce match. On est là pour faire un surprise et on va être très content quand on peut gagner un point ici. Il y a toujours le match retour mardi. Mais pour moi, Mali est une équipe fantastique. Ce premier acte dans ces éliminatoires Mali-Gambie est officié par des arbitres burkinabés. Coup d'envoi ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. Merci Siragatou Sissé. Je vous informe qu'en raison de la retransmission du match Mali-Gambie comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, l'édition de 19h30, l'édition du journal de 19h30 vous sera proposée ce soir à 21h. Rendez-vous donc à 21h pour notre prochaine édition. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question de pommes de terre, plutôt de la campagne de la pomme de terre en cours ici au Mali. Malgré des difficultés, il est attendu cette année une production d'environ 4000 tonnes de pommes de terre. La filière qui occupe plus d'1 million de personnes reste confrontée à des défis énormes. Par exemple, elle importe chaque année des quantités importantes de semences d'une valeur de près de 9 milliards de francs CFA. C'est une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dameli. La campagne de production et de commercialisation de la pomme de terre en cours se déroule sur fond de défis de diverses natures.
Malgré tout, il est attendu une production de plusieurs milliers de tonnes cette année. C'est le bémol, aucun cas de maladie de la pomme de terre n'a été signalé. Écoutez Abdul Karim Sanogo, le président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. L'année culturelle qui est en train de s'achever en mars-avril, nous sommes autour de 400 000 tonnes de production. Nous devons être aussi à mesure de fournir 2000 tonnes de semences made in Mali parce que nous importons près de 11 200 tonnes de semences de la France et de la Hollande qui nous coûtent à peu près 9 milliards de francs CFA chaque année. Donc ça, c'est suivant la vision du plan stratégique. Et de façon exceptionnelle, contrairement aux autres années, nous n'avons eu aucune maladie qui nous empêche d'avoir les rendements escomptés. Et de l'autre côté, le premier problème se trouve autour de l'approvisionnement en engrais. Comme vous le savez, la crise étant mondiale, le sac d'engrais a été acheté par les producteurs cette année jusqu'à 40 000, 45 000 francs le sac de 50 kilos. Vous voyez déjà comment l'engrais greffe le coût de production qui passe de 125 francs le kilo à 175 francs le kilo pour cette campagne 2022-2023. Des défis de la production, mais il y a aussi des défis de commercialisation, de production de semences suffisantes et de conservation de la pomme de terre auxquelles la filière est confrontée. La commercialisation, elle est locale, régionale et sous-régionale parce qu'il faut reconnaître que les pays voisins qui nous entourent s'approvisionnent au Mali. Donc pour l'instant, ils sont en train de faire des achats groupés pour stocker dans les entrepôts dans leur pays. C'est pourquoi nous sommes en train de mener des stratégies pour quand même sécuriser nos producteurs et étaler notre production sur peut-être 8 mois ou 9 mois. Il faut le dire, à partir de fin septembre déjà, à cause du manque d'infrastructures de stockage, la pomme de terre du Mali disparaît et nous importons près de 150 000 tonnes du Maroc et de la Hollande. Et ce tonnage-là bénéficie d'un prix triple. Pendant cette période, ces pommes de terre importées sont vendues à Bamako au-delà de 500 francs le kilo. Le deuxième défi important se trouve au niveau de la conservation parce que les pertes post-récolte sont évaluées à peu près à 24% de notre production de 400 000 tonnes. Et si tu multiplies ce tonnage-là à un coût et moins de 200 francs bord champ, tu avoisines les 13 milliards qu'on perd chaque année en termes monétaires sur les post-récoltes. En termes de perspective, il s'agit pour les acteurs de la filière pomme de terre de s'adapter aux réalités climatiques et de réaliser des infrastructures qui soient à même de conserver toute la production nationale. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. Nous sommes à la recherche de variétés hybrides qui résistent non seulement à la chaleur, qui résistent au manque d'eau et qui se conservent bien. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi se trouve au niveau des infrastructures. Vous savez, nos infrastructures chambre froide coûtent énormément cher et il faut parler de centaines de millions. Pour une capacité de 1500 tonnes ou 2000 tonnes, il faut aller au-delà de 500 millions ou de 600 millions pour avoir ça. L'interprofession n'a pas assez de moyens aujourd'hui pour construire des chambres froides. À la date d'aujourd'hui, nous avons une capacité de près de 3800 tonnes pour l'interprofession, dont 3500 à Sikasso et 300 tonnes à Ségou. Et en plus, nous avons des problèmes d'augmentation de rendement. Aujourd'hui, nous sommes entre 18 et 25 tonnes. C'est des tendances qui varient en fonction des bassins. Il faut aller à une production de 30 tonnes à 35 tonnes à l'hectare. En définitive, la solution au développement de la filière pomme de terre au Mali réside dans son plan stratégique 2026. Un plan ambitieux qui envisage de produire d'ici là 1 million de tonnes de pommes de terre, de semences suffisantes, ainsi que la réalisation d'infrastructures de conservation de qualité. Rendez-vous avec Soumaïla Berté dans une semaine. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de nous quitter, nous revenons sur ces communiqués qui nous est parvenu du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Un communiqué qui dit ceci: le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, en application de l'arrêté numéro 2011-29-91 MTFP du SG du 25 juillet 2011 portant modification des horaires du travail pendant le mois de Ramadan. Les horaires du travail sont modifiés comme suit: du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes, soit de 12h30 à 13h. Vendredi,
de 7h30 à 12h30. C'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Absi Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Brahma Traoré, l'infatigable à leur côté, Ndjara, dossier Baba Diara pour la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 21h, comme nous vous l'annoncions tout à l'heure.